Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où on va discuter de comment on ose se lancer enfin et concrétiser toutes ces idées, particulièrement quand on est multipassionné, multipotentiel, slasher, généraliste. Mettez le terme que vous souhaitez. Alors, j'ai envie de vous parler un peu plus stratégie dans cet épisode. Il sera peut-être plus court que les précédents. J'aimerais aller un peu plus straight to the point, on va dire. Mais avant ça, parce que l'idée en fait c'est de vous faire passer justement de l'idée à l'action, sans laisser la peur ou les doutes vous paralyser. Donc je suis obligée de vous parler justement des blocages, des peurs, des doutes que vous pouvez avoir, de les énumérer au moins pour que soit ça vous aide à les conscientiser, soit ça vous fasse encore plus de déclic de oui, ça y est, go, je le sais, il faut que j'y aille. Déjà, avant de plonger du coup dans les stratégies, on va parler des blocages. La première peur, c'est la peur de l'échec. C'est souvent d'ailleurs le premier obstacle, qu'on soit multipassionné ou pas, c'est un obstacle que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. On se demande toujours, et si ça marche pas. En réalité, ce qu'il faut comprendre avec la peur de l'échec, c'est que l'échec, ça fait intrinsèquement partie du processus de réussite. C'est là en fait le paradoxe, on va dire ça comme ça. C'est que vous êtes obligé d'échouer pour réussir. En gros, c'est ça dit dans d'autres mots. Donc, c'est pas l'échec en fait dont vous devriez avoir peur ou dont vous avez vraiment peur. En réalité, alors il y en a qui ont aussi peur de la réussite, mais ça c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre peur, mais c'est surtout de ce que vous allez faire de cet échec. Pour moi, c'est une question de confiance en soi. En fait, vous ne vous faites pas assez confiance pour vous dire que vous allez échouer, mais vous allez vous relever aussi. Donc, plutôt que de voir l'échec comme une espèce de catastrophe, parce que oui, ça peut, bien sûr, quand on vit la situation qu'on est en train d'échouer, bien sûr que c'est une catastrophe. Moi, je vous cache pas, comme je l'ai dit plein de fois, en 2022, quand j'ai liquidé mes 2 boîtes à quelques mois d'intervalle, mais c'était la cata, bien sûr. J'avais tout sauf envie de faire du dev perso ou qu'on me dise mais t'inquiète, l'échec c'est une perception, etc. Oui, non, c'était un échec, c'est sûr. Mais c'est plus tard qu'on en tire justement des leçons. Mais c'est bien de le savoir avant. Parce que justement, à un moment donné, vous allez vous rappeler de ça. Vous allez échouer. Et c'est cette petite lumière-là, ce petit truc, ce truc que vous aurez appris quelques mois, semaines, années avant, qui va vous aider en fait à vous relever. Parce que finalement, chaque échec vous rapproche un peu plus de votre réussite et vous aide à mieux vous connaître aussi. Thomas Edison, il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Et je trouve que c'est vraiment une citation qu'on pourrait même se servir comme mantra qui résonne énormément bien avec ce que je suis en train de vous dire, avec l'état d'esprit qu'il faudrait avoir en réalité face à l'échec. Aussi, le fait de visualiser son succès, ça peut vous aider à surmonter la peur de l'échec. Le fait de vous imaginer en train de réussir, de célébrer des victoires, de ressentir en fait quelque part finalement ces émotions-là, ça peut vous accompagner. Alors je dis pas que ça fera tout, mais ça peut vous aider. Vous n'avez pas aussi besoin de prendre toujours des risques incalculés, je dirais ça comme ça. Vous n'avez pas besoin de tout risquer d'un coup. Vous pouvez avancer par petits pas. Et chaque petit risque pris et surmonté, ça va vous aider aussi dans votre confiance. Ça va renforcer la confiance que vous avez en vous-même. Quand on a peur de l'échec, l'idée c'est d'apprendre des autres aussi. D'aller regarder un peu le parcours d'autres entrepreneurs. Et vous allez voir que, je suis sûre que vous le savez en plus au fond, parce qu'on en parle beaucoup quand même de la peur de l'échec, mais beaucoup ont connu des échecs avant de réussir. Et finalement, leur histoire, elle sert tout de même de source d'inspiration et de réconfort, même s'ils ont connu l'échec, voyez. Si je prends l'exemple de Walt Disney, il a été renvoyé d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Non mais enfin, je veux dire, c'est lunaire quand on y pense. Alors qu'aujourd'hui, son nom, c'est presque le synonyme de l'imagination, de l'inventivité, de la créativité, etc. Donc c'est ouf en vrai quand on y pense. J.K. Rowling, c'est pareil, tout le monde connaît son histoire. Elle a été rejetée par 12 éditeurs avant qu'Harry Potter soit publié. Et aujourd'hui, c'est l'une des autrices les plus vendues de tous les temps.
Steve Jobs aussi, il a été viré de sa propre entreprise, Apple, avant de revenir pour transformer la société en ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je vous donne ces exemples-là, et il y en aurait plein d'autres. En fait, en réalité, tout le monde échoue. Vraiment, partez de ce principe-là. C'est comme si, en fait, moi je pense que... Je dis pas que moi j'ai jamais eu peur d'échouer, parce que je sais que cette peur, elle m'a aussi traversé l'esprit, mais elle m'a jamais paralysée. Parce que j'ai appris très tôt, on s'entend, hein, très tôt dans ma petite carrière d'entrepreneur, on va dire ça comme ça surtout. Donc il y a 5 ans, voilà, en 2018, j'ai vite compris ce principe-là. À l'époque, dites-vous, moi je faisais du marketing de réseau et mine de rien, ça a été quand même une chouette école pour moi parce qu'en fait, c'était des choses qu'on nous rabâchait souvent. La peur de l'échec, on en parlait tout le temps. Et même si ça somme un peu sectaire, moi ça m'a quand même beaucoup aidé à me réconcilier avec ça en me disant, en fait, c'est hyper normal d'échouer. Bon, j'avais pas encore échoué, hein, donc c'est facile de dire ça. Mais par contre, vu que j'ai échoué quand même 3-4 ans après, sur le moment, encore une fois, je vous dis, je faisais pas la maline, c'était pas bien rigolo, surtout que voilà, quand il y a des histoires d'argent au milieu, etc., j'ai perdu des milliers et des milliers d'euros. Enfin, c'est un truc de fou, mais bref. Donc oui, ça peut mettre dans la galère, c'est d'ailleurs ce que ça a fait. Moi, ça m'a mis dans une vraie galère financière, enfin une galère de pas mal de choses, hein. Donc, bien sûr que là, je me suis pas dit, c'est un chouette apprentissage de la vie, ça, génial. Non, pas du tout. Par contre, j'ai traversé ce que j'avais à traverser parce que de toute façon, j'avais pas le choix, j'avais les mains dedans, le nez dedans, voilà, j'étais en train de couler. Donc j'ai traversé ce que j'avais à traverser, mais je savais que c'était pas la fin. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à tenir. C'est que quand vous êtes en train d'échouer, et encore une fois, ça arrivera, persuadez-vous, mais vous n'avez même pas besoin de vous persuader, le mot persuader n'est même pas le bon mot, mais soyez convaincus du fait que ce n'est pas la fin. Bien entendu, je vous demanderai d'adapter ce discours parce que parfois c'est la fin et c'est pas grave. C'est la fin de quelque chose, ce sera le début d'une autre. Regardez, moi, quand j'ai liquidé Oraya, avec du coup mon associé Mel, quand je lui avais annoncé la nouvelle, parce qu'au début, je lui avais dit, moi je voudrais sortir de la société, voilà, on avait proposé un rachat de parts, etc. Bon, au final, on a liquidé. Et c'était mieux comme ça, et aujourd'hui, je pense que c'est mieux ainsi. J'étais mélangée par plein d'émotions, parce qu'à la fois, à cette époque-là, j'étais vachement en colère, j'étais triste, j'étais déçue, et puis j'étais prise dans mon ego de ouf. Alors pareil, l'ego, on en parle beaucoup, mais j'avais pas envie de lâcher, j'avais tellement donné d'énergie, il y avait eu de l'argent qui avait été injecté, etc. Flemme, j'avais pas envie de lâcher. Donc forcément, c'était hyper compliqué. Et je me suis dit, non, j'abandonne pas. Sauf qu'en fait, là, c'est produit l'effet inverse, c'est qu'avec une mentalité où je lâche pas, moi, je me suis perdue là-dedans. Et ça a commencé, c'est de là, en fait, qu'ont commencé mes problèmes de santé, à l'ovaire, etc. Enfin bref. Donc, en fait, si, l'abandon, il est pas malsain. Il est très sain quand on sait, entre guillemets, ce qu'il y a derrière. Donc moi, j'ai lâché Oraya parce que je savais que c'était plus ce que je voulais. Mais ça veut pas dire que je lâchais l'entrepreneuriat et que je laissais tout. Parce que j'ai ça dans le sang. Je le sais pertinemment. Je suis pas entrepreneur parce qu'un patron, il m'a embêté. Oui, j'ai eu des mauvaises expériences salariales, mais je suis pas entrepreneur pour cette raison. Je suis entrepreneur parce que je sais exactement la façon dont l'entrepreneuriat me nourrit, comment j'ai besoin d'être nourri, ce que j'ai envie de partager, et j'ai envie de partager, et c'est pas un autre modèle qui me proposera en fait ce que l'entrepreneuriat m'offre aujourd'hui. Et ça m'a aidé en fait à me dire ok, je lâche ça, et c'est pas pour autant que c'est la fin en fait. Donc c'est finalement d'adopter quelque part une espèce de mentalité de croissance. En fait, je me suis fait confiance sur ma capacité à apprendre d'autres choses parce que c'était la fin de quelque chose, mais c'est pas grave. J'avais déjà plein d'apprentissages, plein de choses, puis je pouvais me reformer, faire d'autres choses, etc. et à m'améliorer. C'est toujours des opportunités de croissance pour moi. Franchement, souvenez-vous que la peur de l'échec, elle est normale, elle fait partie du voyage. Vraiment. Je vais réinsister là-dessus, mais ne la laissez pas vous paralyser. Utilisez-la comme un carburant pour vous propulser, en fait. C'est vraiment comme ça. Vous avez déjà accompli énormément de choses et vous êtes capable de bien plus. Donc, continuez à inspirer les autres, à rayonner, etc. Ensuite, l'autre blocage,
que j'ai identifié, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. Alors, la peur du regard des autres, c'est pareil, elle peut être vraiment paralysante en réalité, c'est vraiment le mot. Mais, encore une fois, c'est pas... En fait, on se demande souvent ce que nos proches, notre famille, nos amis vont penser si on se lance dans telle ou telle nouvelle activité, si on commence à faire des vidéos face cam, parce que ça, pareil, moi c'est pas un truc qui m'a trop bloqué. Par contre, c'est un truc qui m'a fait perdre énormément de gens autour de moi, mais il fallait juste que j'y sois prête. Je l'étais pas à l'époque. Mais cette peur-là, vous savez qu'elle peut vraiment vous empêcher de vivre. Mais alors, vraiment, ça c'est un truc, j'allais dire c'est d'une toxicité, mais extrême. C'est un sacré défi en réalité de se détacher du regard de l'autre. Et je pense qu'on s'en détache jamais vraiment. Surtout quand on choisit de s'exposer. Et moi là, je vais parler un peu en mon nom, prêcher pour ma paroisse. Mais moi, si je fais ce métier-là, ce métier, des fois, d'être exposé sans cesse, il me fatigue. Mais je l'adore à la fois. C'est là le paradoxe. C'est que c'est comme ça que je m'épanouis. Il me fatigue parce que je me retrouve confrontée face à des jugements que j'ai pas demandé, face à des gens... et là, là, c'est moi qui vais être dans le jugement, mais face à des gens qui parfois sont idiots. Voilà. J'ai pas d'autres mots, mais des fois en commentaire, je tombe sur des trucs. Alors ça, c'est souvent quand un reel s'y pète et qui touche autre chose d'autres personnes que ma communauté et que ça va toucher des clichés de mecs sexistes, enfin bref. Peu importe. Donc ça, ouais, ça c'est relou. Ça, clairement, c'est relou. Mais je sais aussi pourquoi je fais ce métier-là. Donc, je peux pas laisser cette peur me paralyser, en fait. Quant à mes proches, moi, quand je me suis lancée, j'ai pas forcément eu cette peur qui me paralysait, mais ça aurait pu, parce qu'en fait, moi, je me suis vachement fait critiquer. Alors, pas du tout par ma famille. Moi, que ce soit mes deux frères et ma mère. Mon père, à l'époque, on se parlait plus trop, donc il savait pas trop ce que je faisais, je crois. Ils m'ont jamais rien dit. Par contre, c'était mes amis de l'époque, avec des gros guillemets, qui m'ont vachement diminué, en fait, en réalité, parce que, ils projetaient un peu leurs limites, leurs jugements, leurs pensées, en mode « Ah ouais, tu vas devenir influenceuse », et dans leur tête, la case d'influenceuse, c'était une case un peu de cassos, c'était une case de narcissique, que j'étais déjà, parce que ça on me l'a dit, de toute façon t'es déjà narcissique, donc en fait ça te va très bien. Bon, bref, tout un tas de choses qui n'ont plus aucun sens à l'heure actuelle, mais qui, bien sûr, m'ont fait douter énormément. Il y a eu plein de fois où, à l'époque, alors j'étais pas avec Chris, moi avant Chris j'ai eu quelqu'un pendant 4 ans, j'étais trop triste, je faisais que lui dire mais tu crois que je devrais arrêter, franchement, je suis en train de perdre tout le monde. Et à l'heure actuelle, 5 ans après, mais oh là là, mais merci, mais je me remercie tellement d'avoir continué. Genre vraiment, c'est cliché de dire ça, mais je vous jure, je suis trop reconnaissante et contente, c'est même plus que ça, joyeuse de ne pas avoir lâché, en fait, pour des personnes qui, à ce jour, ne me parlent même plus, en fait. Donc bref. Après, ça peut être important de comprendre l'origine de cette peur. La peur du jugement des autres, elle vient souvent d'un besoin d'acceptation sociale. On a besoin, on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté. Moi, je sais que ça vient beaucoup de là, énormément. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est une thérapie tout autant ouais, c'est une thérapie, c'est un médicament, mais c'est aussi la maladie, quoi. Parce que ça vient toujours me faire travailler ce truc de non, tu seras pas aimé par tout le monde, non, tu seras pas accepté par tout le monde, non, il y a des gens qui vont te détester alors que t'as rien dit ou rien fait, et c'est comme ça, tu vois. La vie n'a pas à être juste, en fait, et elle l'est pas juste. Donc voilà, c'est important de se rappeler aussi que ce besoin, il doit pas nous empêcher de vivre notre vérité, de changer de perspective aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de voir le jugement des autres comme une menace, plutôt d'essayer de le voir comme une preuve que ce que vous faites, ça a du sens, c'est significatif, parce que les gens parlent souvent de ce qui les intrigue ou ce qui les inspire finalement. Ça va être important de travailler son estime de soi aussi, forcément. Ça vient toucher à ça. Moi, pour ma part, c'était beaucoup le cas. Parce que plus on a une bonne estime de nous, plus on se sent en confiance avec nos capacités, nos choix, etc., moins le regard des autres, il a d'impact, finalement. On va pas... Voilà. De se concentrer aussi sur son propre chemin, de se rappeler que vous êtes la seule à vivre votre vie, que les autres ne connaissent jamais
ils ne connaîtront jamais votre histoire au complet, vos rêves, vos défis, tout ce qui se trame dans votre tête. Donc ça va être important de se focaliser sur ce qui est vraiment important pour vous et pas pour les autres. C'est votre vie. En fait, c'est cliché de dire ça, mais je pèse mes mots. C'est votre vie que vous êtes en train de vivre. C'est pas la vie des autres. Et les autres ne sont pas en train de vivre votre vie non plus. Donc ils n'ont pas à la juger. Alors ils la jugeront coûte que coûte. C'est pour ça qu'il faut changer de perspective et pas attendre que les autres arrêtent de vous juger. Ils vous jugeront. Partez de ce postulat-là. Ils vous jugeront. Coûte que coûte. Vous aurez des jugements d'inconnus, de personnes qui vous connaissent aussi, etc., des proches, des moins proches. On vous jugera à différentes échelles. Voilà. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire de ces jugements et de savoir comment vous allez pouvoir tourner votre prisme, en fait, pour ne plus faire en sorte que ça vous paralyse. Ça pourra vous atteindre à un certain moment. Moi, je dis pas que ça m'atteint plus du tout. J'ai des périodes. Il y a des périodes où je vais me sentir plus fragile. Je vais être plus vulnérable. Je vais sentir que ça m'atteint plus. Par contre, je sais exactement ce que je dois faire pour me sortir de ça. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître. C'est de savoir comment je vais aller me nourrir autrement. Vu que là, je suis en train de m'affamer, pour continuer sur cette métaphore autour de la nourriture, comment je peux aller me nourrir maintenant ? Ensuite, le dernier blocage, c'est le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, moi, je vais être cash, je crois pas qu'on guérisse de ce truc-là. Je crois pas qu'on guérisse de ce truc-là. En fait, le perfectionnisme, je dirais pas que c'est un faux problème, parce que non, c'est un vrai problème, etc. Mais c'est un gros problème des neuroatypiques de façon générale, j'ai remarqué. Alors, je suis pas une spécialiste des neuroatypies. On va quand même remettre les choses dans leur contexte. Moi, vous savez que je parle beaucoup des multipotentiels, des multipassionnés, etc. Mais je suis pas une spécialiste des TDAH, des TSA, des machins, tout ça. Mais je suis suivie aussi par une personne qui accompagne les neuroatypiques, etc. Et je sais que le perfectionnisme, c'est vraiment typique aux neuroatypiques, justement. C'est un défi que beaucoup d'entrepreneurs créatifs, visionnaires rencontrent. Et pas que les entrepreneurs, mais voilà. Mais le truc, c'est que ça peut être à la fois une force motrice et un frein si on le gère pas bien du tout, en fait. Parce que de vouloir faire les choses parfaitement, on va juste courir à notre perte. Donc, il faut apprendre à le diriger et pas qu'il nous dirige. Personnellement, avant que chaque projet, voire chaque tâche, moi, ça me rattrape tout le temps, mon perfectionnisme. Mais tout le temps. Si vous saviez à quel point, là, au moment où je tourne ce podcast, on est en juillet 2024 et je suis sur la préparation de l'Académie des multipotentiels, etc. Bon, ça fait déjà quelques mois. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir taffé 1 an pour ce programme. Mais je crois que c'est pas qu'une impression. Mais c'est pas grave, parce que je kiffe ça. C'est pas grave. Mais des fois, mon perfectionnisme, il me rattrape. Et il me pousse à repousser le projet. Là, l'Académie, elle réouvrira en octobre. Et des fois, je me dis, non, allez, je vais l'ouvrir en janvier. Comme ça me laisse plus de temps et je pourrai faire les choses plus parfaitement et ça sera plus comme ça. Mais je l'emmerde, en fait, ce perfectionnisme. Je l'emmerde, clairement. J'ai pas envie. Donc, c'est pour ça que se mettre des deadlines, c'est hyper important aussi. J'ai pas le temps d'attendre que ça soit parfait. Ça ne le sera jamais. C'est vraiment un putain de cercle vicieux pour moi de croire qu'on atteindra une perfection. Et l'humain, il fonctionne ainsi. Donc, lâchez ça, acceptez-le, il est là, ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire ? Redéfinissez la perfection, en fait. Plutôt que de viser une perfection qui est inatteignable, visez l'excellence. L'excellence, c'est pas une perfection, c'est l'excellence. C'est une excellence réaliste. La perfection absolue, ça n'existe pas. Et ce qui compte, c'est juste le progrès, c'est l'amélioration. C'est pareil dans vos projets. Attendez pas, si j'ai pas, moi demain vous avez envie de sortir un programme qui soit parfait ou qui est si... Ah mais non, mais tu comprends, mais là du coup je l'ai tourné avec ça et... On s'en fiche. C'est juste qu'après il faut réadapter des choses. S'il y a des choses que vous savez qu'elles pourront être améliorées par la suite, ben vous mesurez le prix. Moi c'est ce que j'ai fait. Si c'est quelque chose qui vous embête, parce que j'ai déjà entendu dans mes clients aussi, personnes qui m'ont dit mais moi j'ai envie de tourner un programme mais j'ai pas de micro et j'ai que mon iPhone mais du coup le truc c'est que j'ai envie de le mettre à 500 €. Donc voilà, bon, il n'y a pas que ça qui compte mais j'ai envie d'améliorer ça et il n'y a pas de visuel et il n'y aura pas forcément de PDF, etc. Et je dis ok, et bien dans un premier temps peut-être que tu peux faire 100, t'es pas obligé de le mettre à 500 € directement. Par contre ça pourra te faire un bon truc, une bonne update pour upgrader, pour mettre à jour ton prix avec justement tes mises à jour à toi, en disant ben voilà, j'ai retourné le programme, maintenant il y a un micro, il y a plus de qualité en fait. Parce que oui, la qualité, ça peut se payer.
Donc n'ayez pas peur de lancer le projet. Juste réajustez vos prix si vous n'êtes pas OK, parce que c'est souvent ce qui se passe. C'est que moi, j'ai accompagné des entrepreneurs qui ne voulaient pas lancer parce que du coup, elles allaient lancer à un prix où elles se sentaient imposteurs, parce qu'en fait, c'était pas le bon prix, parce que c'était pas assez parfait. J'ai dit, baisse un peu le prix, c'est pas grave. Baisse un peu le prix, ça veut pas dire que tu dois te dévaloriser pour autant. Rien ne t'empêche de bouger ton prix après. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, en fait. On fait ce qu'on veut, on est entrepreneur. Donc, tant que tu restes logique, quelque part, on va dire ça comme ça, logique et aligné à ton marché, etc., il n'y a pas de souci. Donc, bref, c'était un exemple et c'était pour vous aider à visualiser. L'idée, c'est d'apprendre à lâcher prise aussi, d'accepter que, voilà, encore une fois, tout ne sera pas parfait, que c'est normal, qu'il vaut mieux terminer une tâche à 80% de perfection que de ne jamais la terminer en cherchant une perfection absolue. De voir les erreurs aussi comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que des échecs. On en revient un peu à ce que je disais avant. De pratiquer l'autocompassion aussi avec soi-même, en fait, d'être bienveillant, parce que j'ai remarqué que les perfectionnistes, souvent, c'est pas les plus tendres, et je me parle aussi à moi-même. Donc parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur pote. C'est exactement ça. La critique interne trop sévère, ça peut vous démotiver. Si vous voulez, ouais, de toute façon, je suis nulle. De toute façon, ce que j'ai fait, c'est nul. De toute façon, je suis pas capable. De toute façon, personne n'aura envie d'acheter ça. Non, on se parle pas comme ça. Ça sert à rien. Vous allez juste vous enfermer dans un putain de cercle qui vous sert à pas grand chose, qui vous dessert plus qu'autre chose. Fixez-vous des limites aussi, de temps pour vos projets. Ça peut vous aider à avancer, à pas perdre de détails, à pas vous perdre dans des détails un peu insignifiants. Bon, j'avais dit que ce podcast n'avait pas duré si longtemps que ça, finalement, comme ça, je me suis un peu trompée. Maintenant, je vais vous donner quelques stratégies. Des stratégies pour vous lancer et justement concrétiser vos idées. Le premier, c'est le mythe de la confiance en soi linéaire. Alors on pense souvent, encore une fois, qu'il faut avoir une confiance en soi absolue pour se lancer. J'ai tout le temps entendu ça. Oui, mais moi j'ai pas assez confiance en moi pour me lancer, tu comprends? Bah non, je comprends pas, non. Non, vraiment. La vérité, c'est que la confiance en soi, c'est pas linéaire. Elle fluctue. Et elle se construit au fur et à mesure de nos actions, etc., à chaque pas qu'on fait. Donc faut pas attendre d'être parfaitement confiant pour commencer. Lancez-vous même si vous avez des doutes. La confiance, ça vient avec le temps. C'est un peu comme la clarté. La confiance vient dans le mouvement. C'est un peu pareil. La clarté vient dans le mouvement. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs fait un podcast sur la confiance en soi. Un podcast que je vous avais un petit peu improvisé comme ça. Je ne saurais plus vous dire quel numéro c'est. Donc, désolé. Je crois que ça doit être le 49 ou un truc comme ça. Bon, de toute façon, vous allez voir dans le titre. Il y a marqué confiance. La deuxième chose, c'est l'audace d'essayer pendant que d'autres fondent sur place. Deuxième stratégie. Beaucoup de gens restent dans l'inaction par peur de l'échec. Ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'échec. Mais ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont eu l'audace d'essayer, d'échouer, de recommencer. Donc soyez ces femmes audacieuses, ou ces hommes, je ne vous évince pas monsieur si vous m'écoutez, mais osez lancer vos idées, même quand elles ne sont pas parfaites, pendant que d'autres hésitent, avancez, vraiment. La troisième chose, c'est la peur de réussir. Comment on la surmonte? On parle souvent de la peur de l'échec, comme je disais tout à l'heure, mais la peur de réussir, elle peut être aussi paralysante. La réussite, ça peut amener des responsabilités et des attentes. Donc pour surmonter cette peur, visualisez ce que le succès il signifie pour vous. Imaginez-vous réussir. C'est quoi la réussite déjà? Ça veut tout rien dire, mais chacun a sa propre notion de réussir. Donc définissez déjà c'est quoi réussir pour vous. Et essayez de ressentir la satisfaction que vous allez avoir si là vous réussissez. Et tout l'épanouissement qui va en découler. Ça vous donne accès à quoi comme vie? Vous vous sentez comment dans votre corps? Est-ce que vous êtes plus détendu? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Comment vous vous sentez? Concentrez-vous sur les aspects positifs de cette réussite et comment elle peut améliorer votre vie et celle de vos proches. Ensuite, la quatrième chose, ça va être de travailler votre peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent, c'est une préoccupation qui est légitime, c'est normal. Surtout quand on envisage de lancer des nouveaux projets. Pour la surmonter, vous pouvez vous établir un plan financier réaliste, un plan budgétaire aussi. Fixez-vous des objectifs financiers à court terme, à long terme. Créez-vous un budget qui va vous permettre de gérer vos ressources de manière efficace. En ayant une vision claire, encore une fois, de ça, de vos finances, franchement, ne fermez pas les yeux sur vos finances. Pareil, j'ai vu trop d'entrepreneurs qui ferment les yeux, qui vont même pas regarder leur compte et tout. Non, faites pas ça. En ayant une vision claire, vous allez réduire cette peur. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur la concrétisation de vos idées, justement. Comme on disait tout à l'heure, je repasse brièvement dessus, mais apprenez à combattre la peur du regard des autres. Voilà, encore une fois, c'est normal de craindre, etc. Mais
la vie est trop courte en fait. Franchement, je réinsiste dessus, mais la vie est trop courte pour laisser les jugements des autres nous empêcher de réaliser nos rêves. Et encore une fois, c'est hyper cliché, mais vraiment prenez cette phrase au pied de la lettre. La vie est trop courte. Malheureusement, on s'en rend compte souvent quand la mort, elle nous frôle ou elle nous touche de près. Récemment, vous le savez, j'ai perdu mon beau-papa, le papa de Chris, le grand-père de ma fille. Ça a été un vrai coup dur, vraiment. Et cette expérience, elle m'a aussi fait réaliser à quel point la vie, elle est précieuse et qu'on ne doit pas attendre pour vivre pleinement, en fait. Vraiment, nous, c'est ce que ça nous a fait avec Chris. Pas tout de suite, mais après coup, on s'est dit, mais tu te rends compte, en fait, à quoi ça tient ? À quoi ça tient ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en branle des gens ? Mais genre vraiment... Désolée, hyper vulgaire dans ce podcast. Je me lâche complet, là. En roue libre, la Soso, là. Non, mais c'est vrai. En réalité, quand on y pense vraiment à ce truc-là, quand c'est pas juste une phrase automatique qu'on dit parce qu'on a entendu, etc. Quand vous pensez réellement à la valeur de votre vie et ce que vous avez envie de réaliser, est-ce que vous croyez vraiment que c'est dans quelques années ? Parce qu'en fait, on sait pas, demain on peut mourir, en vrai. C'est un peu pessimiste, mais c'est la réalité. Demain, j'en sais rien, moi, vous avez un accident de voiture, malheureusement, voilà, demain vous avez une maladie qui se déclare en quelques mois, on sait pas, on n'en sait rien, en vrai. Et je vous le souhaite pas, on touche du bois. Mais du coup, ça nous pousse à vivre vraiment comme on l'a envie de vivre. À explorer toutes nos facettes, à faire ce qu'on a envie de faire. En gros, je vais commencer par conclure, parce que j'ai dit qu'il n'allait pas durer très longtemps. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, mais pour lancer et concrétiser vos idées, ça va être crucial de déconstruire toutes les injonctions, d'oser braver, c'est vraiment ce mot-là, braver la peur du regard des autres, et de comprendre que la vie, elle est trop courte pour ne pas suivre toutes vos passions. De faire face à tout ce perfectionnisme, d'apprendre à vivre avec, en fait. Encore une fois, d'apprendre à vivre avec, on ne guérit pas du perfectionnisme, on apprend à vivre avec sans qu'il nous consume. D'apprendre à arrêter de repousser nos projets, etc. Les stratégies qu'on a vues aujourd'hui, elles vont vous aider justement à avancer avec confiance, à transformer vos idées en actions concrètes, réussies. Franchement, n'oubliez pas, mais vous êtes capable de réussir dans plusieurs domaines simultanément et vous ne devez pas vous excuser pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode il vous a inspiré, n'hésitez pas à le commenter, à venir me le dire sur Internet. Sur Internet, oui, on est déjà sur Internet. À venir me dire sur Instagram, à le noter aussi si vous ne l'avez pas encore noté, à me partager vos réflexions, etc. Et pour aller plus loin, j'organise un webinaire exclusif qui va se dérouler la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, le 22 juillet à 20h30. Et donc, vous pourrez vous inscrire directement via le lien en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.